Bonjour. Alors ce matin, on reçoit Christine Mayer. Christine, est-ce que tu as la gentillesse de te présenter, s'il te plaît? J'aurais plein de choses à dire pour ma présentation. Pour être brève, ce qui vous intéresse, c'est que j'étais dans l'enseignement classique, l'éducation nationale. J'ai été prof agrégée de mathématiques euh, pendant, pendant une bonne partie de ma vie. J'ai eu le bonheur d'avoir mon quatrième enfant qui est né avec un gros handicap et cela m'a remis en question au niveau de ma manière d'enseigner, au niveau de comprendre les difficultés des élèves, parce qu'avant, je pensais que si les élèves avaient des difficultés, ben, c'est parce qu'ils ne travaillaient pas assez, ce qui est très, très confortable quand on est enseignant de croire cela, parce que finalement, j'expliquais très bien. Donc après, c'était juste une question d'entraînement. Alors, Et ta présentation déjà m'interpelle beaucoup parce que moi, je m'occupe d'enfants en situation de handicap et je suis comme toi, je le vois comme une opportunité, comme une chance parce que c'est une chance de découvrir d'autres fonctionnements qui ensuite m'enrichissent beaucoup aussi sur ma façon d'enseigner. Donc, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis et je pense que ça, c'est un message qu'on devrait déjà de toute façon envoyer à tous les profs, de dire, on sait qu'au début, c'est questionnant. Parce qu'au début, ça nous renvoie une sorte de sentiment d'incompétence. Mais si on arrive à voir au-delà de ce sentiment d'incompétence que ça nous renvoie au début, en fait, c'est une très grande richesse. Et non seulement pour nous-mêmes évoluer pour aider cet enfant-là, mais aussi pour aider après tous les autres enfants. Alors, est-ce que tu peux du coup nous parler justement de cette remise en question et des conséquences que ça a eu en termes professionnels pour toi? Alors, la remise en question, elle était simple, c'est qu'en fait, je passais du temps pour travailler avec lui, mais en même temps, quand on enseigne en terminale S et qu'on doit enseigner après un enfant au début des tas de choses physiques, on n'est pas trop formé. Après, au niveau intellectuel, j'ai fait confiance aux professionnels, mais à l'âge de 6 ans, ils savaient pas la différence entre un, 2 et 3. Ok, et quand on enseigne des élèves en terminale S, d'enseigner à ce niveau-là, c'est vraiment une grosse remise en question de comment faire, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et, et ce qui m'a aidé, c'est justement bon, depuis toujours, je réfléchissais pour moi, les mathématiques, c'était génial parce que c'est ce qui permettait d'apprendre à réfléchir. Donc, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui fait que je peux comprendre la différence entre un, 2 et 3? D'où viennent les difficultés? Donc, j'ai appris à voir beaucoup plus profondément les difficultés vraiment à la source. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que dès qu'il faisait un petit progrès, j'avais beaucoup de gratitude. Le moindre progrès, mais j'étais heureuse. Alors qu'avant, pour mes autres enfants, quand ils faisaient des progrès, bah, ça allait de soi, c'était normal, évidemment. Donc, du coup, ça m'a donné beaucoup plus de gratitude avec ma famille, mais aussi pour moi-même, mais aussi envers mes élèves. Alors, je te remercie pour ce témoignage parce que moi aussi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup en Ulysse. C'est-à-dire que quand ils font un micro-progrès, même si éventuellement le lendemain, ils vont peut-être l'avoir un petit peu déjà entamé, enfin un peu diminué ce progrès, j'ai l'impression qu'ils marchent sur la Lune. Moi, c'est l'image que j'ai. Et ce que tu disais, tu as commencé à te questionner et je pense que tu vas acquiescer à ce que je dis. Moi, j'ai l'impression que je suis dans une posture d'enquêteur. J'enquête. Je mène l'enquête pour essayer de comprendre où est la difficulté, où est l'obstacle et comment je vais faire pour pouvoir surmonter ça. Mais il faut d'abord que j'ai des indices de ce qui se passe. Et comme en plus, ils ne sont pas forcément même en général pas dans la verbalisation de leur processus cognitif, il faut vraiment essayer d'aller dépister. Et parfois, c'est juste un regard, un micro-changement qu'on guette et on se dit, ça y est, là c'est bon, là c'est pas bon, c'est là que ça bloque. Tu comprends ça? Tout à fait. J'adore toujours Agatha Christie, toutes les enquêtes, de trouver les petits indices, toutes ces petites choses-là, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment mon domaine. Et je m'étais même demandé si j'allais pas être enquêtrice, voilà, à un moment donné de ma vie, mais je le suis en ce moment. Donc, c'est très bien. On multiplie les métiers. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la grosse remise en question. Une remise en question aussi parce que j'ai 4 enfants précoces. Donc, on peut dire qu'ils n'avaient pas de difficultés à l'école,
mais j'étais quand même interloquée parce que dès qu'il s'agissait pour eux, tout devait aller de soi, tout devait être automatique. Ok, la réponse devait venir tout de suite. Si la réponse ne venait pas tout de suite, ça pouvait être la grosse catastrophe. Ma fille était même revenue une fois en pleurant parce qu'elle avait, à l'école, elle avait trouvé la réponse, mais elle savait pas comment elle avait fait. Voilà. Et donc, évidemment, bon, j'ai pu lui expliquer, mais c'est là que j'ai mieux compris les difficultés des enfants précoces parce que quand ils, ils, ils doivent toujours trouver la réponse tout de suite, et si jamais ils ne la trouvent pas, pour eux, c'est une catastrophe, et donc ils se croient incapables. Et c'est là que j'ai vu aussi le lien entre l'émotionnel et le cognitif. Beaucoup de personnes, soit parce qu'ils ont un handicap, soit parce qu'ils sont précoces, ont des difficultés à l'école parce qu'ils se sentent incapables aussi. Donc, comment restaurer cette confiance en soi? Quel est vraiment le petit truc qui fait que les enfants vont croire qu'ils sont capables? Ok. Et donc, j'ai beaucoup creusé. Et pour mon quatrième fils, j'ai fait plein de formations, évidemment, pour pouvoir l'aider au mieux, parce que je sentais qu'il me manquait des choses. Et, euh, et ça a été formidable parce qu'en fait, j'ai l'impression, à partir de la naissance de mon fils, que j'ai commencé à vivre. Parce que je me suis ouverte, j'ai appris des tas de choses, aussi bien en développement personnel qu'au niveau de la santé, parce qu'il avait pas mal de problèmes, qu'au niveau développement cognitif, développement émotionnel. Enfin, vraiment, c'est là que j'ai commencé à vivre et à ce que la vie, pour moi, ait plus de sens. Parce que je me découvrais aussi moi-même. De toute façon, dès qu'on apprend des choses pour les autres, on apprend des choses aussi pour soi-même. Et puis, évidemment, ça se reporte sur le reste de la famille parce on est mieux dans sa peau aussi. Et une des choses qui m'a vraiment beaucoup aidée c'est c'est une des formations que j'avais faites pour comprendre un peu comment est-ce qu'on raisonne. Et c'était une formation Feuerstein que j'avais faite. Je suis même devenue formatrice Feuerstein. Et donc, j'ai creusé ça davantage. J'ai creusé ça davantage pour mieux comprendre ce que c'était que les fonctions cognitives. Je suis allée beaucoup, beaucoup plus loin dans mes recherches. Je les ai alliées avec Gardner. Enfin, il y a plein de choses qui sont formidables. Et il s'agissait de sauter le pas. Parce que là, je me rendais compte maintenant que mes élèves, lorsqu'ils avaient des difficultés, eh ben, c'était des fonctions cognitives qui leur manquaient. Une petite fonction cognitive, et du coup, eh ben, ils construisaient sur des châteaux de sable, et puis il y avait des grosses difficultés à la fin. Et c'était extrêmement frustrant pour moi, parce que j'avais les moyens pour les aider, mais j'avais 36 élèves, vraiment très, très hétérogènes, mais avec une grande partie d'élèves qui fonctionnaient bien et qui voulaient avancer. On imagine, en terminale S, on perd les classes prépa, etc. Là, je pense que tous les profs du monde se reconnaissent dans ce que tu dis. Tout à fait, tout à fait. Et j'avais les moyens de les aider et, et je pouvais pas parce que j'avais un programme à faire, un programme très serré, j'en avais 36 et j'aurais dû travailler individuellement ou avec des petits groupes avec ces élèves-là. Bon, je pouvais pas me permettre de laisser les autres travailler seuls et puis travailler avec eux, c'était pas possible. Déjà, la configuration de la salle, il y avait juste assez de place pour les élèves, on pouvait même pas les mettre ensemble, enfin, c'était vraiment pas facile. Et donc, je me suis sentie extrêmement frustrée parce que toutes mes anciennes croyances avaient disparu depuis longtemps et je savais que je pouvais les aider et je ne pouvais pas les aider. Et c'est là que j'ai senti que ce que j'aimais, moi, dans mon métier, c'était de pouvoir aider les élèves à progresser, les aider à surmonter leurs difficultés. Et là, j'avais les moyens et je ne pouvais pas le faire comme j'aurais voulu le faire. Et c'est pas évident du tout. Parce que mon mari aussi, il a essayé d'implémenter ça en écrivant, par exemple, dans la marge les fonctions cognitives déficientes et il s'est fait taper dessus par un inspecteur. Voilà. Donc, c'est pas toujours bien reçu au niveau au-dessus. Et
Et puis, je travaillais aussi dans une association où j'aidais des enfants qui avaient des difficultés. C'était un mélange d'élèves précoces et d'élèves en situation de handicap. Et donc, j'en avais une dizaine, et des élèves précoces aidaient les enfants qui étaient en situation de handicap. Et c'était vraiment merveilleux. J'ai vu des élèves qui étaient complètement exclus, même d'une classe comme ce qu'on appelle maintenant les Ulysse. Hein. Ils étaient exclus, ils n'avaient pas de niveau et qui ont pu réintégrer un cursus. Un élève qui était dans une classe de professionnels, qui était le dernier, il est devenu le premier. C'est là que j'ai vu, mais ça fonctionne, ça marche. Sans compter mon fils, d'accord, sans compter mon fils qui a pu réintégrer une scolarité classique, alors quand il avait 6 ans, les professionnels, déjà tout petit, les médecins avaient dit laissez tomber, c'est un légume. Et à 6 ans, tous les professionnels disaient de toute façon, c'est même pas la peine qu'il continue l'école, il est incapable d'apprendre à lire et à écrire. Donc, lui qui a pu réintégrer le système classique en CM2, les autres élèves que j'avais qui progressaient. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça que j'aime faire. J'aime transformer les personnes. Parce que quand vous voyez la joie des enfants qui croient qu'ils ne savent rien faire et d'un coup ils voient qu'ils sont capables, mais ça vous transporte, ça vous énergise, c'est fantastique. Et, mais il s'agissait de sauter le pas. De sauter le pas, c'est-à-dire de quitter l'éducation nationale pour créer une structure dans laquelle tu allais pouvoir déployer pleinement tout ce que tu avais appris. Tout à fait. Alors la structure, j'avais créé une association donc où j'aidais des enfants. Donc la structure, pour moi, elle était là. Et je savais que je ne pouvais pas tout faire parce que je travaillais à mi-temps, hein, mais même en travaillant à mi-temps, je travaillais au moins 40 heures par semaine parce que j'ai peut-être un peu trop de perfectionnisme en moi, c'est possible. Et, euh, et puis parce que je voulais vraiment aider tous les élèves, mais je sentais que je pouvais pas tout faire. J'étais au bout de mes capacités physiques. Ok, je pouvais plus continuer à corriger la nuit. Chaque semaine, j'avais des devoirs à corriger. Ça me prenait au moins 16 heures de correction, sans compter les autres choses à préparer. Enfin bon, ceux qui sont professeurs savent ce que c'est. Hein, ils savent que le nombre d'heures, c'est pas le nombre d'heures de présence. Et donc, je devais faire un choix parce que je pouvais pas tout faire. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que j'arrêtais de travailler avec Nicolas parce que je travaillais avec lui la moitié du temps, l'autre Ton moitié du fils. temps avec mon fils, voilà. L'autre moitié du temps, j'avais embauché quelqu'un parce que j'allais arrêter avec l'association. Et donc, je devais faire un choix. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à l'époque, il y avait la réforme sur les retraites. Et donc, si je continuais, je perdais des bénéfices. Puis, à l'époque, on pouvait prendre sa retraite quand on avait au moins 3 enfants. Et, euh, et puis, donc, j'ai sauté le pas. Voilà, j'ai sauté le pas. Et ça a été pas facile au début, vraiment pas facile. Les 3 premières années, je sentais que c'était bien, mais enseigner me manquait. Et puis je travaillais avec des enfants, j'en travaillais avec une dizaine d'enfants, mais il y en avait tellement des enfants. Il y avait tellement d'enfants et je pouvais pas m'occuper de tous les enfants, c'était pas possible. Et donc en 2000, donc 3 ans après donc avoir quitté l'enseignement, j'ai créé une autre structure une structure, donc d'abord j'étais en libéral, pour pouvoir former d'autres personnes. Et c'était quelque chose qui était génial parce qu'en fait, je continue toujours de travailler avec des enfants en difficulté, bien sûr, mais je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup de joie quand les personnes que j'avais formées me racontaient leurs expériences, me racontait à quel point les enfants avec qui il travaillait se débloquaient, progressaient, avaient de la joie, des parents qui se disaient mais waouh, mon enfant est capable de ce qu'il sait faire, et puis ils me racontaient ces choses-là et cela vraiment me nourrissait. C'était vraiment quelque chose de superbe pour moi. Donc voilà, donc cette reconversion, donc ça est passé par une époque de transition, ok, 3 ans où je me tâtais, et puis après, où j'ai vraiment sauté le pas en créant une structure plus adaptée en tant qu'organisme de formation. Et c'était important.
Pourquoi c'était important? Parce qu'en fait, pendant mes 3 ans, je vous assure, je travaillais avec des parents pour leur dire ce qu'ils pouvaient faire pour faire progresser leurs enfants. Mais ils ne mettaient pas en place. Ils mettaient pas en place. Pourquoi? Parce que c'était du conseil gratuit. C'est du conseil gratuit. Et après, ils me racontaient qu'ils étaient allés voir un professionnel, qu'ils avaient payé 1000 euros. Et le professionnel avait dit exactement la même chose que moi. Mais là, ils m'ont dit, maintenant, on va le mettre en place parce qu'on a payé pour. Et ça fait un déclic chez moi. Je me suis dit, si je veux aider davantage de personnes, je dois arrêter de faire du gratuit. Ce que tu dis, c'est tellement vrai pour toute la relation d'aide, je pense. Parce qu'effectivement, enfin, on peut dire malheureusement, mais en tout cas, l'engagement, y compris financier, fait partie de la réussite, en fait, Tout à fait. derrière. Tout à fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, c'était pas naturel. Et non, Et, pour beaucoup de thérapeutes ou d'accompagnants, c'est pas naturel au départ. Et en fait, après, il faut effectivement réaliser que s'il n'y a pas cette espèce d'échange et cet engagement, y compris financier, ben, il y a moins d'engagement tout court, quoi. il y a moins d'investissement. Mm. Tout à fait. Et les parents à qui je donnais des conseils payants, ils appliquaient ce que je disais. Et il y avait des résultats. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais donc créé cette structure. Et puis, bon, après, je me suis mis en SARL. Ça, c'était une autre histoire. C'est parce que mon mari voulait me rejoindre. Donc, on a créé une SARL, ce qui est quand même assez lourd. Alors, donc voilà, ça, c'était ma reconversion. Et franchement, je ne regrette pas une seconde. Parce que maintenant, je me réalise. Je me réalise. Évidemment, j'aime toujours les mathématiques, ça ne m'empêche pas d'en faire, hein. Et ce que j'ai compris, c'est que mon esprit mathématique, mon esprit de rigueur m'a aidé pour mes recherches, pour aller beaucoup plus loin, pour comprendre comment les personnes fonctionnaient, pour comprendre les. Donc, je travaille avec 29 fonctions cognitives. Ces fonctions cognitives, je les ai encore décomposées avec différents domaines, avec différents niveaux, pour mieux comprendre où en sont les enfants. Évidemment, on pourrait travailler aussi avec des adultes, hein. J'ai aussi travaillé avec des adultes. Mais c'est vrai que ma passion, c'est quand même travailler avec les enfants. Ou alors des personnes qui ont des gros handicaps, parce qu'en fait, elles m'enseignent énormément. Elles m'enseignent énormément. Elles enseignent aussi la tolérance. Elles enseignent l'émotionnel. Elles enseignent surtout d'être vrai. Parce que quand vous travaillez avec un enfant qui a un autisme profond, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, si vous n'êtes pas bien, si vous avez des soucis, l'enfant, il le ressent tout de suite. D'ailleurs, tous les enseignants le savent. Le jour où ils sont pas en forme, la classe est insupportable. Ok, ça, tout le monde le sait. Alors, quand vous travaillez avec des enfants spéciaux, ils ont ce don, ils le savent encore beaucoup plus que n'importe qui. Donc, vous pouvez pas les leurrer. Vous pouvez pas faire un grand sourire et puis au fond de vous, ça va pas du tout. Directement, ils disent stop, c'est pas la peine. Donc, ça m'apprend à toujours être aligné, à toujours me poser la question le matin, comment est-ce que je vais? Mais dans tous les sens du terme. Ok? Et s'il y a des choses qui vont pas, et ben le travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très riche pour moi, très riche pour moi. Et de voir aussi les sourires des parents. On fait par exemple des semaines de boost. On n'en fait pas beaucoup parce que ça demande de la préparation avec mon équipe. On en fait à peu près 4 par an. Puis mon équipe n'est pas toujours dispo. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de personnes. Et je me rappelle au mois d'août, la fin août, les parents, ils n'osaient même pas venir avec lui parce qu'ils nous ont dit, ben oui, mais il a 12 ans, mais on nous a dit, il ne peut pas apprendre. Donc on vient pour voir comment est-ce qu'on peut l'aider au mieux. Je dis, mais venez avec lui. Et ben, en 5 jours, il a été débloqué. On a montré aux parents comment ils pouvaient communiquer, comment ils pouvaient même donner des réponses. Il a vu les nombres jusqu'à 6 avec leur décomposition, en répondant, en étant heureux de comprendre ce que c'est que ces nombres, parce qu'évidemment, il en avait entendu parler. Il a appris à mettre des lettres ensemble, à mettre des voyelles ensemble pour faire un O et un I qui fait wa. Ok, donc imaginez partir de rien en 5 jours, les progrès énormes. Les parents avaient tellement d'émotions quand ils nous ont quittés. Et là, je continue à les suivre et ils continuent de faire des progrès et ça fait boule de neige. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas.
évidemment, quand je faisais mon travail de prof, c'était normal, c'était logique, les élèves devaient avoir leurs résultats, ils devaient avoir leur bac, c'était normal. Voilà. Euh, mais ces choses-là qui sont ponctuelles, de voir des progrès comme ça en une heure, de voir des choses que personne pensait pouvoir arriver, c'est tellement riche. Voilà, donc ça me nourrit beaucoup. Alors, toi aujourd'hui, justement, donc toi, tu formes des personnes, en général souvent des enseignants qui veulent se reconvertir dans Alors, quelque chose qui s'appelle la métapédagogie. Toi, tu as appelé ça la métapédagogie. Ça ressemble un peu à l'orthopédagogie qu'on peut voir aussi de temps en temps sur des réseaux. avec ce qu'on a de similaire, c'est la philosophie. C'est-à-dire qu'on croit que la personne peut progresser. Ça, c'est vrai que c'est similaire. Après, on a des outils complètement différents. Les orthopédagogues ont beaucoup moins de fonctions cognitives. C'est des fonctions exécutives que les neuropsychisants. Nous, on en a 29, donc ça permet de beaucoup mieux décrire. Et en plus, dans ces 29, comme j'ai dit, elles sont décomposées en différents domaines, en niveau aussi, en niveau d'autonomie. Donc, c'est beaucoup plus précis. On allie beaucoup l'émotionnel, donc l'émotionnel et le cognitif. On apprend à l'enfant à avoir confiance en lui, simplement pas en le félicitant pour les résultats, mais en le félicitant pour la fonction cognitive qu'il a utilisée, donc pour le processus. Ce qui veut dire que même s'il se trompe, s'il s'est trompé et s'il s'en rend compte, il a utilisé une fonction cognitive. Et donc, on peut le féliciter. Et c'est quelque chose qui va renforcer non seulement sa prise de conscience des fonctions cognitives, mais en plus, ça va lui donner confiance en lui. De voir, mais oui, mais j'ai ce qu'il faut là pour raisonner. Et puis le jour où il se trouve bloqué, ah oui, mais je pourrais utiliser ça, et ça, et ça. Ok, donc ça fait une différence assez importante avec les orthopédagogues. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'outils qu'eux. On a des outils aussi au niveau émotionnel, ok, pour développer les intelligences émotionnelles, pour développer les intelligences cognitives que eux n'ont pas. Alors toi, du coup, tu proposes en fait donc des formations. La plupart des gens qui viennent te voir sont plutôt des enseignants à la base. En fait, c'est ce que je pensais au départ, mais en fait, il y a de tout. Le dernier qui s'est inscrit est ingénieur et il veut donner un sens à sa vie. Voilà, j'ai des DRH, j'ai une orthophoniste, j'ai des commerciaux, enfin, j'ai un peu de tout. Mais c'est à chaque fois des personnes qui se disent, mais ce que je fais dans mon métier n'a pas de sens. Je veux faire quelque chose qui soit vraiment utile. Et souvent, dans leur famille ou parmi les amis, il y a des personnes en difficulté et ça leur fait tilt. Ah, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose comme ça. Ou pas. Par exemple, celui qui s'est inscrit qui est ingénieur, il n'a personne dans sa famille, mais il sent que les enfants, c'est sa passion, il a envie de les enseigner, mais il se demandait comment. Est-ce qu'il allait faire un diplôme d'éducateur? Et en fait, voilà, il a croisé par hasard un de mes fils, et puis il a parlé de moi, et puis ça a fait tilt. Voilà, et puis il est venu à une semaine de boost, il a vu comment les enfants progressaient, et il s'est dit, voilà, c'est ça que je veux faire. J'ai des enseignants, j'en ai plusieurs, mais c'est pas la majorité. Alors la formation, c'est une formation qui dure sur combien de temps à peu près? Alors, il y a différents modules. Il y a le premier module qui s'appelle Propulsion, qui donne vraiment toutes les bases, donc toute la théorie, aussi bien pour aider l'apprenant avec la compréhension des fonctions cognitives, pour aider, parce qu'en fait, il y a trois pôles. Il y a un pôle où on travaille sur soi, il y a un pôle où on travaille sur l'enfant, il y a un pôle où on travaille sur le matériel qu'on utilise. Donc, comprendre les difficultés potentielles, pouvoir les analyser, ça c'est sur le matériel. Sur les enfants, on va travailler donc avec les fonctions cognitives. Et sur soi, on va travailler toute notre posture. Toute notre posture, comment est-ce qu'on va être. Donc, on a 12 critères pour travailler notre posture donc de métapédagogue. Et donc, dans ce module, on apprend tout ça et on apprend à s'en servir pour l'appliquer au niveau scolaire. Donc, quel que soit l'exercice scolaire, quelle que soit la dernière fois, on a parlé de comment enseigner les grands nombres, voilà, comment enseigner les mots invariables, toujours avec la métapédagogie.
Et ce qui fait qu'en fait, en très peu de temps, l'enfant, il peut comprendre les choses et acquiert, quoi. En une séance, il peut acquérir des grands nombres, alors que normalement, à l'école, ça prend quand même beaucoup de séances. Donc, en fin de compte, ce que je vois, c'est que on peut avoir des résultats au minimum 10 fois plus rapidement que d'une manière classique. Donc, ce module propulsion donne justement ces bases de la théorie, donc au niveau cognitif et aussi au niveau émotionnel, hein, parce qu'on apprend par exemple à enseigner en n'étant pas dans le triangle, on apprend à enseigner en communiquant d'une manière la plus parfaite possible. Et donc il y a les deux, hein, émotionnel, cognitif. On a toute la théorie, on a toute la pratique, donc sous forme de vidéos, sous forme de documentation et aussi sous forme de coaching. De coaching toutes les semaines, on parle pendant 2 heures de sujets divers qui viennent souvent par les questions. Voilà, j'ai une difficulté pour enseigner ça. Comment est-ce que je peux faire? Okay. On a une enseignante qui commence en maternelle. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Okay. Et comment structurer ma classe? Voilà. Donc, suivant les questions, on va répondre individuellement aux questions. Donc, c'est le jeudi soir. Et c'est quelque chose donc, qui est très personnalisé. Et c'est une formation, une fois que les personnes sont dedans, c'est pas une forme, j'aime pas appeler ça une formation parce que ça fait penser à formater. Je préfère parler d'accompagnement et c'est un accompagnement à vie. Okay, une fois que les personnes sont dedans. Après, les personnes travaillent aussi ensemble, elles travaillent aussi en groupe, elles ont les mails les uns des autres. Et là, par exemple, pour jeudi, il y en a qui se sont mis ensemble pour montrer comment est-ce qu'on peut présenter les mesures, okay, les mesures avec la métapédagogie. Voilà, et chacun, ils font des groupes de travail et ils font partie d'une communauté, une communauté bienveillante. On n'est pas là à se juger. Ouais, tu sais pas faire ça. Non, on est là, on s'entraide pour une maman enseignait son fils et elle savait pas comment enseigner l'histoire, voilà, à son fils pendant les vacances. Donc, on a trouvé plein de trucs aussi pour pouvoir l'aider. Et donc, c'est quelque chose, c'est plus un accompagnement pas seulement par moi, hein, mais c'est toute une équipe qui est autour. Et puis les personnes aussi, j'en ai 2 qui se sont, même 3, qui font partie du programme qui assistent aux semaines de boost pour voir en pratique comment on fait. Mais bon, de toute façon, on a des caméras dans les salles, donc ils peuvent voir aussi à distance, hein, même si elles habitent loin, pour voir comment on fait, parce que c'est important de voir en pratique aussi ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'est le premier module qui est un module mais vraiment très important parce qu'on a tout dedans pour pouvoir enseigner le scolaire d'une manière parfaite. Okay. Alors parfaite, évidemment, on s'améliore de plus en plus. Hein. Personne n'est parfait, tu vas me dire, Muriel, mais le plus parfaitement possible, on va dire. Après, évidemment, on a d'autres modules avec des outils qui ne sont pas scolaires qu'on pourra ajouter, voilà, qu'on peut ajouter, mais c'est optionnel. Et du coup, en fait, au terme de cette formation de propulsion, donc les gens ils peuvent s'installer en libéral ou comment ça se passe? Oui. En fait, actuellement, j'ai beaucoup de demandes et j'arrive pas à suivre. Là, j'ai encore une maman qui m'a téléphoné hier, qui m'a dit que j'aimerais bien que je suive son enfant, donc à distance. Et je peux pas parce que j'ai un temps qui n'est pas élastique. Et donc, il y a des demandes de parents. J'ai des demandes de parents aussi qui aimeraient. Là, j'ai une maman qui doit déscolariser son enfant. Elle aimerait bien trouver quelqu'un pour s'occuper de lui parce qu'elle a son travail aussi. Et quand un enfant est dans l'adolescence, c'est pas toujours facile en tant que parent. Et j'ai personne. Et ça, c'est quelque chose qui me désole parce qu'en fait, c'est de plus en plus de parents qui se rendent compte que leur enfant peut progresser, peut faire des choses et ils ont besoin d'un accompagnement. Donc oui, se mettre en libéral ou être payé un chèque emploi service, c'est le plus simple. Moi, je conseille aux personnes qui commencent de se faire payer un chèque emploi service parce qu'il n'y a aucun papier administratif. Oui, alors là-dessus, je rebondis effectivement parce que ça, c'est une des pistes possibles de cumul d'activités pour les enseignants.
parce que moi, je l'ai testé pour moi, hein, pour voir si c'était faisable. Effectivement, on peut faire une demande dans ces cas-là au rectorat ou à son inspection de cumul d'activités en disant, voilà, je vais faire de l'enseignement, ce sera payé en chèque emploi service, et en général, ça, c'est accepté. Donc, ça peut être aussi d'ailleurs une étape à un moment vers une vraie transition complète professionnelle, de passer par ce cumul d'activités qui est généralement accepté. Merci pour ton soutien de ce côté-là. C'est vrai que ça, ça permet de faire une transition en douceur et de voir si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Ok. Donc, voilà, c'est chacun qui voit comment il peut, mais se poser la question, est-ce que je suis satisfait de la vie que j'ai actuellement? Ou est-ce que mon métier il est juste alimentaire? Moi, il y a une chose aussi que j'avais du mal à supporter, c'est toute la lourdeur administrative. De passer du temps en réunion qui ne servent à rien, en administratif, ne pas être libre de comment je veux enseigner, c'était quelque chose qui était très dur pour moi. Ouais, moi, j'ai régulièrement des enseignants qui me disent, en fait, quand je suis inspectée, je fais tout à fait autre chose que ce que je fais d'habitude, parce que si je montrais ce que je fais d'habitude, ça ne passerait pas. Donc, tous ceux qui essayent d'expérimenter des choses, bien souvent, n'osent pas les montrer en inspection de peur d'être sanctionnés. Donc, ce que tu dis, voilà, ça me parle beaucoup. Et tout à l'heure, tu as évoqué le mot de valeur. Je pense qu'effectivement, quand à un moment, on se sent plus aligné avec les valeurs de là où on est et avec le fonctionnement de là où on est, effectivement, si avant on peut peut-être accepter un cumul ou voilà, il y a un moment où peut-être c'est là souvent que se fait peut-être le déclic de la reconversion complète, quoi. Tout à fait. Quand on est plus heureux, euh, je veux dire financièrement, on peut gagner la même chose, ok. Et puis quand on est plus heureux de ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Il y avait une autre chose qui me gênait beaucoup, c'est que, bon, comme je te l'ai expliqué, j'adorais les maths parce que pour moi, c'était ce qui me permettait d'enseigner aux élèves l'esprit critique, apprendre à réfléchir, etc. Et à la fin de mon enseignement, les maths, c'était, vous avez un théorème et vous l'appliquez. Ok? Au début, c'était très rare que qu'on démontre pas quelque chose. Donc, j'expliquais aux élèves, il ne faut jamais accepter quelque chose, toujours se demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et à la fin, je leur demandais de prendre ce que je leur disais comme quelque chose de vrai, à me croire sur parole, et puis juste bêtement à appliquer. Donc, tu avais perdu l'esprit des maths, en fait. Tout l'esprit des Ouais. maths avait complètement disparu. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont mis beaucoup plus de statistiques dedans, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de raisonner avec les statistiques, on a juste à appliquer. Donc, les programmes avaient changé, la manière de faire avait changé, et c'est quelque chose qui n'était plus du tout aligné avec ce que j'avais envie de partager avec les élèves. Et j'avais pas le droit de démontrer parce qu'en fait, il y avait tellement de choses à faire dans le programme qu'on ne pouvait pas. Et puis, si j'avais marqué trop de temps sur une partie hein, dans le cahier de texte, ben, on se tapait dessus, quoi. Hein. Ce qui est important, c'est d'aider les enfants à être les adultes de demain, c'est-à-dire à pouvoir réfléchir, à pouvoir être autonome, à être libre dans leur tête, libre dans leurs pensées à ce qu'ils puissent ne pas accepter des choses qu'on leur dit comme étant argent comptant, se poser la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, à chercher des preuves. C'est toute une éducation du citoyen qu'il s'agit de faire. C'est très, très intéressant, même quand on te regarde, tu vois, même visuellement. Là, je regarde. Et en fait, on se rend compte que ce qui, à un moment, va faire que il y a probablement un parcours de reconversion professionnelle qui se met en place, c'est qu'il y a une sorte de double mouvement. Il y a à la fois je ne peux plus me résigner à être dans un système qui n'est plus bon pour moi et avec lequel je ne suis plus alignée. Et j'ai quelque chose qui m'anime. Et c'est quand il y a les deux qui arrivent en même temps. Ouais, voilà. Et en fait, c'est très intéressant parce que si tu regarderas de nouveau la vidéo, tu verras tes expressions faciales quand tu parles des deux aspects. Et tu vas voir qu'à un moment, tu as les yeux qui se lèvent. Là, tu as vu la lumière, tu as ton projet, tu as ce qui t'anime. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je peux avoir les yeux complètement éteints quand je parle du système et puis être pétillante de joie quand je pense à tout ce que je peux faire de bien. Voilà. Et c'est vrai qu'actuellement, je me sens libre
Voilà, je suis pas contrainte, je fais ce que je veux. Et c'est quelque chose, pour moi, la liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales. J'ai besoin de me sentir libre dans ce que je fais, et pas qu'on m'impose des choses. Et Et que les apprenants dont tu t'occupes soient libres aussi. tout Je à sens que ça, c'est très important pour toi. Tout à fait. Ouais. Et en fait, la liberté passe par l'autonomie. Que les enfants soient, on va dire, sans trop de difficultés ou soient précoces ou ont des handicaps, la liberté passe par l'autonomie. Et la réflexion. Et l'autonomie passe par la réflexion. D'où les fonctions cognitives. D'où les fonctions cognitives. T'as tout compris, Marianne. Voilà. Bon, du coup, est-ce que les personnes qui éventuellement voudraient plus d'informations, on pourra mettre un petit commentaire peut-être sous la vidéo avec comment te Bien sûr, contacter et tout ça? Hein? bien sûr, je vais Voilà. le mettre. Bien sûr. En tout cas, c'est vraiment une super. Je trouve que c'est une super vidéo parce que c'est un témoignage tellement vrai d'un enseignant qui a fait son chemin pour à la fois se dire voilà, je suis plus alignée et voilà, j'ai quelque chose qui m'anime. Et puis après, toute la partie un peu plus entrepreneuriale, comment, par quel statut on peut passer, quelles sont un peu les différentes étapes. Voilà. Donc, c'est vraiment un beau témoignage et c'est aussi un témoignage qui est plein d'espoir. Moi, qui est mon cœur vraiment aussi dans l'enseignement auprès d'enfants en situation de handicap. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est pour ça on a beaucoup échangé. Tout à On fait, échangera Marianne. encore. On va Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Christine, pour ce très beau témoignage. Et puis, donc, on mettra cette vidéo sur le groupe et avec en commentaire les informations pour pouvoir revenir vers toi pour avoir plus d'informations. D'accord? Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci mille fois et voilà. À la prochaine. On se comprend. À bientôt. Au revoir. Merci, Christine. Au revoir.